Voilà, l'enregistrement est lancé. Du coup, bonjour Tatiana Giraud. Donc, merci d'accorder cette interview à Cortex, média de vulgarisation scientifique. Donc, vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences, chargée de cours à l'École polytechnique, adjointe à la direction qualité écologie systématique évolution à l'Université Paris-Saclay. Vous avez été distinguée de différents prix, notamment la médaille de bronze du CNRS en 2006 et celle d'argent en 2015. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel a été votre parcours pour vous hisser jusque-là? Après le bac, j'ai fait une prépa bio et j'ai intégré l'agro Paris, qui s'appelle maintenant Agro Paris Tech. Au départ, je me destinais plus à entrer, par exemple, à l'ONF. Et puis, j'avais fait un stage dans la recherche qui m'avait vraiment passionnée. Donc, en troisième année de l'agro en spécialisation, j'ai fait un master en biologie évolutive qui m'a vraiment ouvert un monde et passionné. Et je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire, de la recherche. Donc, après, j'ai fait une thèse, un postdoc. Et puis, j'ai été recrutée au CNRS à l'Université Paris-Saclay en 2001. Vous êtes responsable de 3 projets ERC, donc European Research Council. Mon dernier, du coup, a été lancé en 2019. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps qu'est-ce qu'une ERC et sur quoi porte votre dernier projet? Donc, ce qu'on appelle un projet ERC, donc effectivement de l'European Research Council, c'est un financement d'un projet scientifique. Donc, il y a plusieurs moyens d'avoir des projets scientifiques en recherche, un financement. Donc, ça peut être par l'Agence nationale de la recherche en France, mais il y a aussi des financements européens qui sont plus importants sur une plus grande durée et qui permettent de financer un peu une idée originale avec possiblement des forts risques que ça fonctionne, que des parties fonctionnent pas, mais aussi du coup une bonne probabilité que ça donne des choses vraiment nouvelles en recherche. Et donc là, en l'occurrence, mon projet dernier ERC financé, c'est sur l'évolution des chromosomes sexuels. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, par exemple, chez l'être humain, il y a des chromosomes X et Y. Vous savez, les femmes sont XX et les hommes XY, et ces deux chromosomes sont vraiment très différents. Et on ne comprend toujours pas pourquoi. Qu'est-ce qui a mené à cette évolution si différente? Et donc, comme on a trouvé un peu la même chose chez les champignons, qui sont un peu plus faciles à étudier et qui ont des caractéristiques différentes, on s'est dit qu'en comparant les systèmes, on pourrait essayer de comprendre pourquoi il y a une évolution particulière de ces chromosomes sexuels. Alors, pendant longtemps, on s'est dit ça doit être lié au fait d'être mâle ou femelle, puisque si on est XX, on est femelle, et si on est XY, on est mâle. Donc, des gens avaient proposé, par exemple, qu'il peut y avoir certains gènes qui contrôlent des caractères qui sont différents entre les mâles et les femelles. Par exemple, chez les oiseaux, il y a beaucoup de mâles qui sont très rouges, avec des grandes plumes. Donc, il y a plein de caractères qui diffèrent entre les mâles et les femelles. Donc, c'est assez intuitif de se dire, les gènes qui contrôlent ces caractères qui sont différents entre mâle et femelle, ils devraient être sur les chromosomes sexuels. Oui, mais c'est et pas en fait, pas toujours. et effectivement, pas toujours. C'est ça, il y a beaucoup de gènes qui sont en fait complètement ailleurs. Et comme on trouve la même chose chez les champignons, alors qu'il n'y a pas de mâle et de femelle, on se dit qu'il doit y avoir d'autres mécanismes qui mènent à cette évolution de chromosomes sexuels très différents. Et donc, on est en train d'explorer différentes pistes par des approches en séquençant l'information génétique, en faisant des modélisations mathématiques. Et notre idée, ça pourrait être en fait quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait d'être mâle et de femelle, qui est lié en fait à ce qu'on appelle le fardeau génétique. C'est le fait que dans nos génomes, il y a plein de mutations génétiques qui causent des fois des maladies génétiques chez certains enfants. On en a tous, on est tous porteurs de ces mutations un peu délétères, mais qui sont cachées par une copie fonctionnelle qu'on a héritée d'un de nos parents. Et donc l'idée, ce serait que ces chromosomes, ils évoluent. En fait, ils se différencient parce qu'il y a une suppression de recombinaison entre le X et Y, qu'ils arrêtent de recombiner. Et ça pourrait être pour abriter ces mutations délétères, pour les cacher à la sélection, pour éviter d'exprimer ces maladies génétiques. D'accord. Mais il y aurait quand même un lien entre mâle et femelle, vu que c'est quand même ça qui fait que nous, mammifères, on est mâle et femelle.
Donc effectivement, au départ, il y a bien un gène sur le chromosome Y qui contrôle le fait de se développer en mâle. Mais ça serait pas tout le chromosome, en fait. Voilà, c'est ça, il suffit d'un gène sur le chromosome, mais il y a plein d'espèces, il y a plein de grenouilles, de plantes qui ont des mâles et des femelles, mais avec juste un gène qui contrôle ça, sans que tout le chromosome soit complètement différent. En fait, voilà, la principale question qu'on essaie d'étudier, c'est pourquoi tout le chromosome devient différent. Donc, actuellement, vous donnez des cours au Collège de France, qui sont accessibles à tout type de public. C'est plutôt pour le grand public, mais c'est vrai que les gens qui connaissent déjà peuvent aussi regarder. Bien sûr. Donc, vous avez introduit vos cours par une leçon inaugurale, qui se veut en fait une introduction à l'ensemble de vos 8 cours qui ont commencé le 21 février et qui sont donnés tous les lundis. Donc, j'invite les gens qui nous regardent à aller regarder les replays qui sont disponibles sur le site du Collège de France et aussi, s'ils le peuvent, à aller vous voir pour les prochains cours sur Paris. Donc, dans votre leçon inaugurale donnée le 17 février dernier, vous abordez les différentes menaces pour la biodiversité. Donc, dans le top 5, on a le top 5, la destruction des habitats naturels, la surexploitation des ressources, le changement climatique, les pollutions comme les pesticides et les espèces exotiques envahissantes. C'est bien ça? Oui, exactement. Du coup, je voulais m'attarder sur cette dernière cause de déclin de la biodiversité, les espèces exotiques envahissantes, parce qu'il me semble que c'est une cause de déclin qui est très peu connue par le grand public. En fait, on commence seulement à faire parler d'elle en dehors du monde de la recherche. Donc, c'est quelque chose qui était très peu connu quand même en politique publique. Depuis seulement peu d'années. Oui, donc on a étudié plusieurs espèces envahissantes. Alors, moi, je travaille principalement sur les champignons et en particulier certains champignons pathogènes. Et donc, on a étudié l'impact et l'histoire de l'invasion de certains champignons pathogènes. Alors, donc évidemment, on se rend bien compte de l'impact délétère que peuvent avoir des pathogènes quand ils sont introduits dans d'autres milieux. Par exemple, il y a un champignon qui cause la chytridiomycose, qui est une maladie qui affecte les batraciens. Et c'est un champignon, un pathogène très généraliste, c'est-à-dire qu'il affecte pratiquement toutes les espèces de batraciens, les crapauds, les grenouilles, les salamandres. Et il a déjà mené à l'extinction de nombreuses espèces et il en menace d'autres. Et donc, avec des marqueurs génétiques, on arrive à retracer quelle était son histoire. Et par exemple, on a pu comprendre qu'il venait d'Afrique et qu'il y a un clone majoritaire qui est en train d'envahir la planète et de se disperser dans tous les milieux et de tuer beaucoup de batraciens. D'autres exemples, c'est des pathogènes envahissants qui affectent les cultures. Beaucoup des maladies émergentes sur les cultures, c'est en fait des invasions exotiques. Par exemple, le châtaignier était pendant longtemps une espèce d'arbre dominant en Amérique du Nord et il a été complètement décimé par un champignon qui venait d'Asie. Et alors souvent, ces invasions de nouveaux pays, ça peut attaquer un nouvel espèce. Là, en l'occurrence, ça a effectivement attaqué une nouvelle espèce de châtaignier et ça les a complètement exterminés. On a aussi étudié le mildiou de la vigne, donc, qui est une maladie qui, elle, a été envahissante en Europe, venait des États-Unis. Donc, en étudiant avec des marqueurs génétiques et des données historiques, on a pu comprendre qu'elle venait seulement d'une des espèces sauvages natives d'Amérique du Nord. Il y a plusieurs espèces de vignes sauvages, chacune a son pathogène. Donc, avec des analyses génétiques, on a pu montrer que c'est le pathogène d'une seule de ces espèces et encore même d'une seule de ces populations qui a été envahissante en Europe. Et probablement, c'est arrivé avec des porte-greffes qu'on a importés pour lutter contre une autre maladie, justement, le phylloxéra, qui décimait les vignobles au XIXe siècle. On a importé des porte-greffes résistants. Et malencontreusement, on a importé un nouveau pathogène qui maintenant cause des gros dégâts dans les vignobles et cause aussi la dispersion de fongicides. Et vous, oui. Et alors, dans les espèces envahissantes, donc il y a les pathogènes, on voit bien en quoi ils sont déter, mais aussi, par exemple, plein d'espèces de plantes ou d'animaux qui sont envahissants. Alors, on se dit, ça pourrait faire augmenter la diversité. Mais en fait, souvent, donc les pathogènes, les espèces exotiques envahissantes qui réussissent, elles deviennent dominantes et elles excluent les espèces natives
et donc menacent les espèces natives. Par exemple, il y a plein d'espèces de fourmis envahissantes partout dans le monde, notamment la fourmi d'Argentine qui envahit à peu près tous les milieux méditerranéens. Et là où elle envahit, elle devient dominante et elle exclut les espèces de fourmis natives et donc elle les menace. Alors on avait étudié aussi l'invasion de l'ambroisie, qui est une plante qui a envahi l'Europe depuis l'Amérique du Nord et qui cause des problèmes d'allergie à cause de son pollen. Et qui remonte en Île-de-France. Oui. Oui. Après, moi, c'est pour tout ce qui est espèces invasives, c'est vrai que la question que je me pose, c'est qu'au final, le fait qu'il y ait des espèces invasives qui arrivent, au final, c'est vraiment très lié au fait que le milieu est dégradé. Alors, en fait, il faut que le milieu, en fait, il soit déjà perturbé le plus souvent et qu'en fait, il y ait une niche écologique vide pour que l'animal ou la plante ou le pathogène arrive. Et en fait, ce que je me dis, c'est qu'en fait, on a vraiment du mal déjà à voir quelle espèce pourrait devenir envahissante. Et notamment, en fait, OK, en fait, il y a des modifications d'écosystèmes et certaines espèces posent des problèmes de biodiversité. On a des pertes de biodiversité qui sont fortes. Je pense notamment à tout ce qui va être plantes semi-aquatiques, qui va vraiment recouvrir les espaces, les étangs, les lacs, qui vont vraiment causer la mort de tout ce qui se trouve en dessous. Mais c'est vrai, en fait, que je me dis, si on attend une échelle plus grande, est-ce que cet impact qui, au final, est négatif parce qu'on a une perte de biodiversité tout de suite, en fait, n'est pas si négatif que ça et pourrait même juste être dans l'ordre des choses, en fait. Il y a une plante, une espèce qui arrive, qui peut-être va plus dégrader son environnement sur l'instant, mais qu'au final, après, l'environnement va être résilient et retrouver en fait de la biodiversité. Alors, on pourrait imaginer qu'il y a quelques exemples, mais la plupart du temps, c'est plutôt le contraire. C'est les espèces envahissantes, c'est pas tellement que la niche écologique est vide. Il n'y a pas beaucoup de niches écologiques vides dans la nature. C'est plutôt elles vont avoir un avantage écologique. Par exemple, la fourmi d'Argentine et d'autres fourmis envahissantes, elles forment des super colonies. C'est-à-dire que contrairement aux fourmis classiques où il y a de l'altruisme au sein des colonies, mais elles sont agressives avec d'autres, les fourmis envahissantes, elles forment des super colonies qui coopèrent sur même des centaines, des milliers de kilomètres. Donc, elles sont capables de recruter des milliards de fourmis en quelques minutes. Les fourmis d'Argentine, par exemple, elle est capable de tuer un crapaud vivant en quelques minutes, tellement elle est capable de recruter plein de fourmis. Et donc, ces espèces envahissantes, elles vont devenir dominantes, elles vont faire réduire la biodiversité globalement. Et on sait que des écosystèmes où il y a moins de diversité, globalement, ils sont moins résilients, moins résistants à des perturbations, moins productifs. Et donc, globalement, ça a principalement des conséquences négatives. Et en plus, donc, il y a une étude récente qui vient d'être publiée dans notre laboratoire qui montre que s'il y a aussi ces espèces envahissantes des coûts économiques énormes. Donc, il y a les pathogènes évidemment, mais il y a aussi en termes de lutte, par exemple l'ambroisie qui se répand dans les cultures, les pathogènes des cultures. Il y a des moules, par exemple, qui se mettent envahissantes, qui se mettent dans des canalisations, qui se mettent sur les coques des bateaux, qui causent des dégâts. Il y a plein de dégâts à la fois sur la biodiversité, mais aussi sur les installations humaines, qui font que globalement, c'est quand même vraiment très négatif. Oui, vu que c'est quand même dans une des causes effectivement de déclin de la biodiversité, effectivement. Mais c'est vrai que par exemple, il y a des espèces comme une algue maritime qui s'était beaucoup développée dans les années 80 et qui au final s'est totalement stabilisée, voire est en régression. Et du coup, au final, se comprenait comme une menace en fait, et on n'est pas vraiment une. Et c'est vrai que du coup, là-dessus, déjà, il y a le fait je pense que les espèces exotiques envahissantes, on ne maîtrise pas encore totalement. Oui, on se rend pas. C'est sûr, le grand public n'est pas encore conscient de ces menaces, de l'importance que ça revêt.
et donc des mesures qu'on doit prendre pour, par exemple, aux importations, pour éviter qu'il y en ait des nouvelles. Et donc, en fait, le truc, c'est que souvent, donc, ça va être des espèces généralistes capables d'être dominantes et d'exploiter plein de ressources qui, du coup, vont faire disparaître plein d'espèces spécialistes qui étaient spécialistes de différentes ressources dans ces environnements. Un peu comme l'être humain, au final, qui est la plus grande. Ouais, on est une des pires espèces envahissantes, c'est clair. Il y a un peu un paradoxe par rapport à ça qu'on essaie de lutter contre les autres espèces. Dans vos cours, vous parlez également de la notion d'altruisme. Vous avez commencé à en parler là. Vous parliez des familles argentines qui ont colonisé du coup tout le Méditerranée, quasiment. Du coup, il vous expliquait en fait que l'altruisme peut évoluer de deux façons, principalement, donc par la sélection parentale, en fait, qui est en fait une sélection entre parentés, c'est-à-dire que l'altruisme se fait entre personnes de la même famille, ou en dehors de tous liens familiaux, par altruisme réciproque, à condition que trois conditions soient réunies, qu'on ait des interactions répétées entre les individus, qu'on ait des moments de faim qui sont totalement aléatoires, on ne connaît pas en fait quand est-ce qu'on va rencontrer cette dernière personne, et qu'on soit capable en fait de reconnaître les différents individus avec lesquels on rentre en contact. Du coup, par rapport à l'être humain notamment, j'avais une question parce qu'en fait c'est une espèce du coup, qui est vraiment altruiste, même si on pourrait penser l'inverse si on veut certaines choses, mais en fait tout seul on n'est rien et on a vraiment besoin du groupe en fait pour évoluer. Et je pense que l'altruisme, du coup, a vraiment été un des mécanismes qui a fait qu'on est aussi nombreux sur Terre. L'être humain est une espèce sociale, c'est clair, avec la coopération entre groupes et que c'est un des facteurs majeurs de son succès écologique. Et d'une dominance sur la planète. Et alors, ce qui est intéressant, donc effectivement, l'altruisme en biologie évolutive, donc on le définit comme un acte qui nous coûte quelque chose en termes de ressources et qui procure des ressources à un autre individu. Donc ça peut évoluer soit entre apparentés, soit en termes de donnant-donnant. Mais on a aussi des propriétés, ce qu'on appelle des propriétés émergentes dans l'espèce humaine. Donc, on a évolué un gros cerveau qui nous a donné plein de capacités. Et en particulier, cette capacité, on est peut-être une des rares espèces à avoir d'être capable d'altruisme au-delà de ces deux mécanismes, au-delà des apparentés et même du donnant-donnant, qui est vraiment extrêmement intéressant et qui peut aussi expliquer le succès de l'espèce humaine en tant qu'espèce envahissante. Et du coup, selon vous, quel mécanisme justement expliquerait du coup l'évolution de l'altruisme en dehors de ces deux mécanismes? Donc, probablement, donc il faut voir que pendant la plupart de l'évolution de l'espèce humaine, on vivait dans des petits groupes, à moins de 100 personnes, et probablement, donc l'altruisme a évolué à la fois par ces deux mécanismes, par l'altruisme de parentèle et par l'altruisme réciproque. Comme on vivait dans des petits groupes, ça correspondait vraiment à l'évolution de l'altruisme que vous venez de décrire, avec des interactions répétées avec les mêmes personnes, qu'on était capable de reconnaître, toujours les mêmes. Et donc, effectivement, l'altruisme ne peut se maintenir que s'il est dirigé envers uniquement d'autres altruistes, c'est-à-dire si on est capable d'exploiter les tricheurs, sinon les tricheurs profitent de l'altruisme sans en payer le coût et ils envahissent le groupe. Et donc, on peut fortement imaginer que l'altruisme chez l'être humain a évolué dans ces groupes où ça fonctionnait en termes de donnant-donnant, et que, comme on a construit des sociétés ensuite, mais à l'échelle évolutive, il faut voir que c'est un temps très court, ces grandes sociétés avec de l'altruisme qui va au-delà du donnant-donnant. Et donc, notre capacité à être altruiste qui a évolué dans ces petits groupes, on l'étend maintenant au-delà du groupe, voire au-delà des autres espèces, d'autres espèces. Mais c'est probablement une propriété émergente qui n'a pas été sélectionnée en tant que telle, mais qui est une émanation, un élargissement de notre altruisme qui a plutôt été sélectionné en termes de donnant-donnant. C'est-à-dire que donc, l'altruisme dans l'espèce humaine a probablement évolué donc, dans des petits groupes, donc vraiment suivant le système sélection de parentèle et donnant-donnant.
et que l'extension de l'altruisme au-delà du petit groupe, elle est vraiment récente à l'échelle de l'évolution de l'être humain. Il faut voir que la petite part d'histoire où on a construit des énormes sociétés, elle est ridiculement petite à l'échelle de l'évolution humaine. Et donc l'altruisme de l'espèce humaine, elle a probablement évolué plutôt dans des petits groupes en termes de donnant-donnant. Mais du coup, si c'est en donnant-donnant, on reviendrait sur l'altruisme. Oui. Okay. Oui. Il n'y a pas d'autres mécanismes. D'accord. Oui. Donc d'accord. Je croyais que vous disiez en fait que chez l'humain, ça aurait pu évoluer d'une autre façon. Ça a évolué comme ça. Et on est aussi capable maintenant de l'étendre au-delà du groupe et même à d'autres espèces. Mais ça n'a sûrement pas été sélectionné en tant que tel. C'est l'altruisme. C'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'on fait tellement preuve aussi d'altruisme que finalement, en fait, on est aussi altruiste envers les espèces qui sont proches de nous génétiquement. C'est aussi votre ressenti. Oui, tout à fait. Et dans votre leçon inaugurale, vous abordez également le fait, je change totalement de sujet, on n'est plus sur l'altruisme, le fait que la perte de diversité génétique des plants de culture agricole est dommageable. Donc, vous dites qu'en gros, si un parasite arrive, toute la culture est décimée parce qu'en fait, on n'a plus de diversité génétique au sein de nos cultures qui sont des monocultures. Donc, du coup, cela remet en question en fait, le fonctionnement du système agricole actuel. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est du coup, selon vous, quel modèle agricole est viable sur le long terme pour nourrir la population tout en préservant la biodiversité ? Alors c'est vrai qu'on oppose souvent les deux et en fait il n'y a pas vraiment de raison de les opposer. C'est-à-dire qu'effectivement planter une variété qui va être un seul clone sur des grandes surfaces en culture intensive, c'est vrai que ça demande moins de travail. En mettant plein d'intrants, plein de fongicides, ça demande moins de travail. Mais c'est pas forcément mieux pour nourrir la population humaine. Au contraire, en fait, un système avec plus de diversité, il y a plein d'études qui montrent que c'est globalement plus productif. Ça demande juste un peu de travail, mais bon, c'est pas. Après, il faut voir où on met les priorités. Pour le long terme, il n'y a pas de raison d'opposer la diversité des plantes cultivées et la production. Au contraire. D'ailleurs, de toute façon, c'est pas viable à long terme de planter juste quelques variétés qui vont pas arriver à s'adapter ou on pourra plus après les améliorer. Elles vont moins bien répondre à des pathogènes. Donc, à long terme, de toute façon, c'est bénéfique et même à court terme, c'est plus productif. Donc, il n'y a pas de raison d'opposer les deux. Il n'y a pas de raison d'opposer les deux, mais du coup, en fait, ça serait faire des monocultures, mais en ramenant de la diversité génétique. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps, planter des mélanges de cultures, des mélanges de variétés, voire même il y a l'agroforesterie par exemple qui revient beaucoup en force, c'est-à-dire mélanger des arbres et des cultures de céréales. Globalement, c'est plus productif. Par exemple, ça va abriter les céréales et ça va éviter la dispersion des pathogènes. Et donc, on peut aussi mélanger des cultures avec de l'élevage. Donc, il y a le modèle d'agroforesterie, par exemple, ce serait un bon modèle à suivre qui permet à la fois de produire, de faire une plus grande productivité et de conserver des cultures soutenables à long terme, et la diversité génétique. Et puis, ça peut être aussi cultiver juste plus de variétés qui ne sont pas juste issues de quelques clones répliqués et cultivés à très grande échelle. Ça peut être aussi la diversité en patch, en mosaïque. Et du coup, si on faisait ça, il y aurait moins besoin potentiellement de pesticides aussi, vu que la plante serait... Exactement. Si on cultive des mélanges de variétés, par exemple, clairement, elles vont être moins attaquées par un pathogène, parce qu'un pathogène adapté à une variété ne va pas forcément être adapté à l'autre.
Donc, ça va à la fois freiner la dispersion et éviter que toutes les plantes d'un champ soient affectées, par exemple. Et ça évite aussi de façon plus importante, l'évolution à long terme. C'est-à-dire que si on cultive pendant quelques années la même variété de blé résistante, il va y avoir une forte pression de sélection pour que le pathogène s'adapte à cette variété. Alors que s'il y a plein de variétés différentes dans le paysage, il n'y a pas une aussi grande pression qu'émerge un nouveau pathogène qui va être capable d'affecter ces cultures. Les écosystèmes forment un réseau d'interaction entre espèces complexes, et c'est aussi ce que vous avez dit avec le sommet inaugural. Et effectivement, il faut préserver en fait cette biodiversité dans ces écosystèmes, parce qu'en fait, on est dépendant de lui, et sans lui. Oui, tout à fait. On commence juste à se rendre compte à quel point on est dépendant de la biodiversité et que surtout, on ne sait pas, on peut se dire on va perdre quelques espèces, c'est pas très important, enfin c'est dommage, mais c'est pas si grave, et en fait on ne sait pas quelle espèce va vraiment, à partir de quelle espèce seront perdues, ça va vraiment être une catastrophe, et quelle espèce vraiment est une clé de voûte dans un écosystème, et après une fois qu'elle est perdue, c'est trop tard, qu'on ne peut plus revenir en arrière. Oui, et puis on ne connaît pas tout, et du coup on ne peut pas prévoir en fait. Déjà, on ne le fait pas forcément. On essaie de prévoir, on essaie justement de faire des études d'impact sur tout ça. Mais même quand c'est fait, ces études d'impact, c'est vrai qu'on ne peut pas en fait des choses qu'on ne maîtrise pas. En fait. C'est ça, les écosystèmes sont tellement complexes avec des interactions entre des milliers d'espèces qu'on ne peut pas tout inclure dans nos modèles, quoi. Donc, merci du coup pour le temps que vous avez accordé à Cortex. Avec plaisir.